Bienvenue sur le plateau de Parlons Pro avec la loi sur la transition énergétique. Elle est présentée comme l'un des grands chantiers écologiques marquants du quinquennat de François Hollande. La loi sur la biodiversité devrait être définitivement adoptée cette année. Ce projet accorde une place importante à la compensation tout en promettant de durcir son obligation. Mais ce procédé de réparation écologique est-il vraiment efficace ? C'est le thème de notre émission et pour en parler, nous avons invité aujourd'hui Bernard Chevassus-Auluy. Bonjour. Bonjour, agrégé en sciences naturelles et président de l'association Humanité et Biodiversité. Et Philippe Thiévan, docteur en écologie et directeur de CDC Biodiversité, filiale de Caisse des dépôts et principal opérateur de compensation écologique en France. Quand une entreprise détruit un écosystème, elle a une dette envers la nature, la réparer. C'est ce principe qui détermine l'obligation des maîtres d'ouvrage de compenser les impacts de leur projet d'aménagement. Mais le font-ils réellement et surtout, y parviennent-ils toujours et pour quels résultats ? Actu Environnement s'est rendu à une démonstration de compensation mise en œuvre par la SNCF. Je vous propose de regarder. À première vue, rien ne se met en travers les rails de cette voie reliant Calais à Dunkerque. Mais ce serait ignorer la présence de l'Inaria supina, la linaire couchée. Cette petite plante fait ici l'objet d'une attention toute particulière. Près de 800 pieds de cette herbacée classée espèce protégée ont été recensés en plein milieu des voies alors que des travaux de rénovation s'apprêtaient à commencer. Afin de réparer cette perte écologique causée par le chantier, la SNCF a mis en place une mesure de compensation. Le but étant de récupérer les graines des plantes qui allaient être arrachées du fait du renouvellement du ballast et puis de les mettre à l'abri. Et l'année d'après, une fois les travaux réalisés, de les réimplanter dans des zones de compensation aux abords directs de la voie ferrée. 2 ans après sa réintroduction, la linaire semble se plaire dans le sol chargé en calcaire par le ballast. Sa longévité n'est pourtant pas garantie. C'est pourquoi elle va être surveillée de près pendant une durée de 5 ans. L'objectif de cette période d'expérimentation, c'est au bout des 5 ans, de trouver le meilleur mode de gestion pour elle, qui va permettre d'assurer sa pérennité sur ce site et de le mettre en œuvre ad vitam aeternam. Réintroduire la linaire ad vitam. Si semer des graines aux abords des voies de chemin de fer paraît relativement simple, la tâche se complique pour les projets de compensation de grande ampleur. La construction d'une nouvelle voie de train en est la preuve. Donc là, il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience et beaucoup de partenariat. On va avoir besoin de foncier, de terrain pour pouvoir mettre en place cette compensation. Donc prendre des contacts avec les agriculteurs, avec les riverains, avec les communes et expliquer pourquoi on a besoin de terrain pour trouver de l'adhésion à notre projet de compensation. Donc il faut beaucoup de temps pour ça. Du temps, il en faut aussi pour assurer le suivi écologique des projets de compensation. Mais que deviennent ces projets une fois la période de gestion terminée ? Soit on arrive à trouver un gestionnaire d'espace naturel et on lui rétrocède le terrain si on en était propriétaire, soit on n'y arrive pas et là on peut avoir besoin d'outils de l'État comme des arrêtés de protection de biotopes ou ce genre de choses. Et des fois on n'arrive à rien de tout ça. C'est toute la difficulté de la compensation, c'est qu'on peut y mettre énormément d'énergie et faire énormément d'efforts et y mettre beaucoup d'argent et qu'au final le résultat qu'on visait n'est jamais atteint. Assurer la durabilité des mesures de compensation. Une question centrale qui reste floue à ce stade des débats autour de la loi de biodiversité qui doit être votée cette année. Alors on vient de voir des mesures déployées par un opérateur dont les travaux sont connus pour avoir un impact destructeur sur les milieux à travers le défrichement, l'usage de pesticides. Bernard Chevassus-Auluy, dans le cas d'aménagement mis en place par la SNCF, on est obligé de faire de la compensation. Alors, il faut voir que ce principe de compensation, il a plus de 40 ans, c'était la loi de 1976, et c'est la 3e étape d'un triptyque, éviter, réduire et compenser. Et on insiste beaucoup, nous, dans notre association, pour dire qu'il faut commencer par faire sérieusement l'éviter, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'il faut réaliser cet aménagement ? Je prends un exemple d'un travail envisagé pour la SNCF, qui était le barreau de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. La question de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à grande vitesse entre Poitiers et Limoges, en termes d'intérêt public, est un débat qu'il ne faut pas éliminer sous prétexte qu'on pourra compenser. Donc je crois qu'il faut déjà le rappeler, est-ce qu'on regarde sérieusement l'intérêt public des opérations ? Puis ensuite, effectivement, la question, est-ce qu'on peut éviter au sens ne pas avoir trop d'impact ? Je
prends un exemple très concret. Vous savez aujourd'hui qu'on a des techniques permettant de passer sous une rivière, par exemple une grosse canalisation de gaz, et donc ne pas couper la rivière et détruire éventuellement les habitats aquatiques, mais passer en courbe sous la rivière. Et ça, c'est un premier exemple d'évitement. La question, c'est que c'est souvent des techniques qui sont plus coûteuses que les méthodes traditionnelles. Donc dans ce cas-là, on n'est pas sûr qu'on a pu réduire, éviter au préalable ? Disons qu'on y reviendra dans le débat, mais on sait d'expérience que la compensation, c'est une opération à risque. C'est-à-dire que quand on détruit ou qu'on modifie un écosystème, la capacité effectivement de le remettre en état dans un délai raisonnable, c'est une perturbation écologique, et la science écologique aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui vous dit à tous les coups que ça va marcher. Et donc je crois qu'il faut rester dans cette idée que la compensation, c'est un moindre mal, c'est effectivement, si on n'a pas pu faire avant les séquences éviter et réduire, qu'on va l'utiliser, et on discutera peut-être tout à l'heure de qu'est-ce qu'on a comme bilan aujourd'hui de notre savoir-faire dans ce domaine. Tout à fait. D'ailleurs, CDC Biodiversité, vous êtes le principal opérateur de compensation en France. Vous travaillez donc avec les maîtres d'ouvrage. Comment vous travaillez avec eux? Ils viennent vous voir avec un cahier des charges. C'est vous qui établissez la liste exhaustive de la biodiversité sur place? Alors, il faut effectivement d'abord passer par les étapes d'évitement et de réduction. Je dirais presque, et j'insiste là-dessus, que l'idée première est de tendre vers une compensation zéro. Parce que ça voudra dire que effectivement, le travail d'évitement et de réduction aura été suffisamment bien fait pour, je dirais, tendre vers pas de perte nette en quelque sorte de biodiversité et donc pas de besoin de compensation. Mais malheureusement, dans un nombre significatif de cas, on va être en situation quand même d'avoir des impacts résiduels. Donc effectivement, il faut les compenser. Et à ce moment-là, soit le maître d'ouvrage a suivi un parcours d'instruction de son dossier, au terme duquel il obtient une autorisation qui précise effectivement qu'est-ce qu'il devra faire après avoir évité et réduit en matière de compensation, quel est donc son programme et sur quelle durée. Et là, qui lui donne ce programme? Alors, c'est les services instructeurs de l'État. C'est un processus, si vous voulez, d'échange entre le maître d'ouvrage, qui est donc en situation d'être le pétitionnaire de l'autorisation, et les services instructeurs de l'État, qui, eux, vont accepter ou non les propositions du maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage est, je dirais, en situation de force de proposition, avec ses conseils, de façon à proposer des mesures. Alors il est extrêmement important à ce niveau-là que le maître d'ouvrage soit en situation de proposer des mesures crédibles. Et alors quand je dis crédible, ça veut notamment dire deux choses. Ça veut notamment dire, est-ce que sur le terrain, la mesure est effectivement réalisable, faisable, techniquement, scientifiquement. Et puis, le deuxième aspect qui est quand même assez fondamental également si on veut avoir une vision de long terme sur ces mesures, c'est combien est-ce que ça va lui coûter. Et c'est vous qui jugez de ça? Alors, ce n'est pas nous qui jugeons de ça. Par contre, effectivement, quand je parlais de cahier des charges traduit par un arrêté, en quelque sorte, réglementaire, cela veut dire que nous, on est en capacité d'apprécier, effectivement, si c'est faisable ou pas, ça dépend des cas, on a tous les cas, et surtout combien effectivement ça va lui coûter. Donc ça, par contre, on l'apprécie. Par contre, nous ne définissons jamais ce que le maître d'ouvrage doit faire. On n'est pas en situation, on ne se trouve pas en situation de juge en quelque sorte, et par la suite de partie. Donc cette étape-là, effectivement, est une étape franchie avec les services instructeurs, à l'issue de laquelle on peut être en mesure donc d'intervenir pour effectivement prendre l'engagement, si je puis dire, que le maître d'ouvrage tienne effectivement ses engagements, puisqu'un arrêté réglementaire, c'est bien quelque chose qui est un engagement du maître d'ouvrage, donc il s'agit de le tenir. Donc ça, c'est la première approche, je dirais, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, plus communément l'approche par la demande, puisque c'est le maître d'ouvrage qui nous demande effectivement quelque chose, donc on va lui fabriquer quelque chose sur mesure, si je puis dire, au juste coût, on y reviendra peut-être. Et puis il y a une autre approche qu'on appelle l'approche par l'offre, que nous avons initiée en partenariat avec le ministère de l'écologie dès 2008, avec une opération qui a un caractère expérimental aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure, parce que déjà je voudrais qu'on pose d'abord le cadre. Qu'est-ce que c'est compenser? Qu'est-ce qu'on compense, Bernard Chevassieux-Louis? Ça veut dire quoi? On prend on liste une biodiversité, on la recrée? Alors tout d'abord, effectivement, le mot aujourd'hui désigne des choses assez différentes. Historiquement et depuis le 19e siècle, le premier usage, c'était la compensation forestière.
On peut dire que c'est une compensation économique, on voulait conserver le potentiel de production de bois. Par contre, là, on parle de compensation écologique, c'est-à-dire on veut conserver le capital ou le potentiel écologique. Et là, on a deux situations. Le cas, par exemple, de la loi sur l'eau, où on a une zone humide, on a un fonctionnement hydraulique d'un milieu, on a des zones de drainage. Et là, ce qu'on veut restituer, c'est justement le fonctionnement écologique. Et puis il y a ce qu'on a vu dans le reportage SNCF, qui est la compensation espèce, c'est-à-dire on détruit des populations, des individus, et on dit il faut essayer de remettre des individus de cette espèce. Alors, c'est ce qu'on appelle l'équivalence écologique, c'est-à-dire que le législateur a dit on ne va pas compenser en valeur économique, hein, non pas peu importe ce que ça coûte, on reviendra tout à l'heure sur ce point, mais il faut que ce que vous proposez soit écologiquement équivalent. Et ça, c'est effectivement tout le débat de dire est-ce qu'on peut se dire que non seulement à court terme, mais à long terme, eh bien, l'aménagement proposé sera écologiquement équivalent. Et ça, c'est à dire d'experts pour le moment. Et la question aujourd'hui, c'est effectivement peut-être de mieux organiser ces lieux où on va décider de l'équivalence écologique. Est-ce qu'on n'est pas là encore dans une espèce d'illusion techniciste qui consisterait à croire que l'homme a le pouvoir de greffer des écosystèmes, de déplacer des espèces, de reconstituer des milieux? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on ne crée pas plus de désordre, étant donné la complexité de ces écosystèmes? Je vous prends un exemple polémique qui est Notre-Dame-des-Landes. Bon, quelle que soit la décision qui sera prise. On a un aéroport qui est tout près de Nantes. On se propose d'en construire un deuxième, bon, et donc on va consommer à nouveau des espaces naturels. La logique de la compensation au sens strict serait de dire, bon ben, on consomme de l'espace naturel à Notre-Dame-des-Landes, eh bien on va débétonner l'ancien aéroport et on va essayer de reconstituer des milieux naturels à cet endroit. Or, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'ancien aéroport, on en construit éventuellement un nouveau et on fait de la compensation zone humide dans des terres agricoles, ce qui fait dire aux agriculteurs qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'une compensation agricole parce qu'ils perdent des zones agricoles et voient qu'au bout d'un moment, le système ne converge pas. Alors la question, est-ce qu'on est des apprentis sorciers? Moi je crois effectivement qu'il faut être modeste dans qu'est-ce qui va se passer. On sait que beaucoup de nos écosystèmes sont hérités d'une longue histoire et parfois même d'un temps où il faisait plus froid, plus humide et autres. Donc on a des écosystèmes qui ne sont pas fossiles, mais qui représentent parfois des reliques de climats passés. Et on sait que quand on les détruit, eh bien certaines d'entre eux, on ne saura pas les reconstituer. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup au début sur le fait, commençons par éviter, parce que la compensation, c'est un moindre mal, mais il ne faut pas en faire la panacée et en déduire qu'on peut désormais artificialiser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résultat, comme retour d'expérience sur l'efficacité de la compensation? Alors il y a une étude, le pays qui a le plus de recul sur ces questions de compensation, c'est les États-Unis avec une loi sur l'eau qui a été votée il y a maintenant près d'une cinquantaine d'années. Et un travail récent a dit on estime qu'on restaure à peu près 75% des capacités écologiques lorsqu'on restaure des zones humides. C'est un ordre de grandeur, ça montre effectivement, sans discuter sur le chiffre, qu'il faut se poser la question comment on fait si, au bout d'un certain temps, eh bien, on n'atteint pas les objectifs? Autrement dit, est-ce qu'il faut provisionner une espèce de fonds de garantie qui permettrait de compléter des opérations de compensation qui n'ont pas été à terme, soit parce qu'elles n'ont pas été conçues très bien, soit parce qu'il y a des impondérables. En écologie, ce n'est pas une science exacte. Et donc, la question, c'est comment, effectivement, 10 ans, 15 ans, 30 ans après, on pourra compléter ces opérations de compensation. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que tout le monde s'en sort dans la compensation? Philippe Thiévan, est-ce qu'on peut donc recréer un milieu? Est-ce qu'on peut donner une place à telle espèce ailleurs? On peut dire que tout le monde peut s'en sortir. Alors il y a un préalable évidemment important à faire, c'est-à-dire que la compensation, et par allusion à la loi de 1976, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on est quand même 40 ans après une législation fondatrice importante, et avec peu d'effets aujourd'hui. Et je crois qu'il faut d'abord considérer la situation de l'aménagement. Est-il admissible? À partir du moment où on a convenu, ça a été souligné, que l'aménagement et sa compensation, si elle est nécessaire,
est admissible, alors ça devient possible. Alors techniquement, je partage effectivement le chiffre des 75% de retour de résultats, mais ça veut dire que ce n'est pas 0, ça veut dire que ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ça veut dire que 75% ce n'est pas parfait, mais ça veut dire que c'est déjà drôlement bien quand même. Et à ce moment-là, il ne faut pas que le fait de ne pas atteindre un niveau, je dirais, à l'identique des milieux impactés, soit un prétexte pour ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a des exemples, quantité d'exemples en milieu marin, j'en parlais encore dans le cadre d'un colloque la semaine dernière, où les gens qui se lancent dans des aménagements de la restauration écologique en milieu marin, effectivement, depuis 20 ans, ont essayé de faire des choses. Aujourd'hui, on observe des résultats. Aujourd'hui, on a un retour d'expérience. On a capitalisé sur des expériences qui permettent de progresser. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est passer de 75% à 100, voire plus. Mais en tout état de cause... Et sur quoi? Sur de l'existant, sur des prochains projets d'aménagement? Alors sur de l'existant et une marche arrière ou une rétroaction sur de l'existant, ça paraît compliqué. Je dirais que, sauf peut-être un certain nombre de cas particuliers. Mais déjà, à partir d'aujourd'hui, si on applique véritablement la législation, qu'elle est effectivement bien adaptée à un objectif, et donc ça veut dire empêcher certains projets d'aménagement. Très clairement, si on estime qu'on ne peut pas aller au bout de l'exercice, éviter, réduire et y compris compenser, je pense qu'il faut que ça pointe directement la remise en cause effective du projet, parce que ça veut dire qu'on n'arrivera pas à avoir la chaîne complète que la réglementation impose. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. En fait, c'était l'anarchie jusqu'à présent. Bernard Chevassiot, lui, la compensation. C'était pas l'anarchie, mais... moi, je considère qu'il faut qu'on pense d'ores et déjà l'an 2 de la compensation. Il y a eu qui vient vérifier qu'on a compensé? Voilà, et donc ça, c'est une des questions. Il faut absolument qu'on ait un endroit où on capitalise des expériences et on apprenne en marchant. Vous savez, on dit souvent que les ponts romains étaient extrêmement solides. En fait, non, ils n'étaient pas plus solides que les autres, mais ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'était les quelques-uns qui avaient été faits très bien. Bon. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, il y aura des choses qui ne vont pas marcher, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ce n'est pas forcément parce que le réalisateur n'a pas bien travaillé, et il faut que peu à peu on apprenne qu'est-ce qui fait effectivement qu'une opération de compensation fonctionne ou pas. L'exemple qu'on a vu là de la SNCF est intéressant parce qu'on le voit dans un certain nombre de milieux, ces milieux du type ballast qui sont des milieux secs, bien drainés et autres, et qui sont souvent parfois orientés vers le sud, souvent accueillent des espèces qui ne sont pas présentes autour, c'est-à-dire qui ont trouvé un milieu particulièrement favorable, et c'est parfois des espèces venant du sud qui se sont implantées sur des voies qui ont été peu utilisées. Et la question qui se pose, c'est effectivement, si on veut conserver ces espèces, eh bien, il faut créer des milieux un peu particuliers dans des endroits où effectivement c'est des milieux qui ne seront pas complètement naturels, mais qui abritent effectivement ces espèces qui ont migré vers le nord. Donc il y a des savoir-faire que l'on n'a pas encore. Je crois que ce n'est pas très grave, mais il faut vraiment apprendre à faire ensemble. C'est une cuisine un petit peu. Alors... Oui, c'est du savoir-faire, mais la cuisine, vous savez, c'est un art. Hein. Tout à fait. La nouveauté également, donc, dans le projet de loi sur la biodiversité, c'est d'instituer une compensation par l'offre, c'est-à-dire que des industriels peuvent avoir recours à des réserves d'actifs naturels, acquérir des unités de compensation. Alors de notre côté, nous sommes allés voir un des rares opérateurs qui, comme vous, CDC Biodiversité, réalise cette compensation par l'offre. Mais cette fois, c'est un opérateur public et il s'agit du Conseil départemental des Yvelines. Je vous propose de regarder. Voici la plaine de Montesson. Située en région parisienne, derrière la Défense, c'est la première parcelle de terrain dédiée à la compensation écologique gérée par le département des Yvelines. La plaine de Montesson fait partie de la réserve de territoire valorisée par anticipation par le département. Une autre façon pour les aménageurs d'envisager leur compensation. On n'est pas uniquement là pour leur donner des règles, on est là pour les accompagner dans la démarche, qu'elle soit administrative, légale et bien sûr du respect de l'environnement, pour pouvoir trouver un espace de compensation sur lequel nous avons un accompagnement avec eux pour pouvoir justement leur faire perdre moins de temps et surtout pour pouvoir respecter cet environnement qui est si important sur notre territoire. Ouvert aux porteurs de projets publics et privés, cette offre de compensation clé en main permettrait un meilleur encadrement. Alors la compensation par l'offre, sa spécificité et son intérêt, c'est qu'on a une approche à l'échelle d'un territoire et de l'ensemble de la dynamique d'aménagement du territoire,
contrairement à la compensation à la demande où on travaille projet par projet. Donc on va identifier des espaces naturels sur lesquels on va maîtriser le foncier, engager les procédures de restauration écologique, de valorisation pour la biodiversité, et ensuite pour le compte du maître d'ouvrage, on réalise le suivi et la gestion écologique du site sur le long terme, une 30aine d'années en moyenne. Avoir une vision globale de l'aménagement du territoire et suivre les projets sur le long terme. Les terres restent cependant difficiles à acquérir, mais pas forcément pour des raisons économiques. La difficulté, c'est d'obtenir la maîtrise foncière, mais aussi il faut qu'on trouve une parcelle qui présente un potentiel de gain écologique important, équivalent en plus en termes d'espèces, d'habitat, de fonctionnalité, aux impacts du projet. Les services de l'État et globalement le monde scientifique et naturaliste s'accordent à exiger des mesures compensatoires strictement équivalentes. Ce qui peut être regretté par certains dans les débats autour de la compensation, parce qu'on peut imaginer un système d'équivalence qui incite à compenser, pas forcément de façon équivalente, mais vers le mieux, de façon à ce que lorsqu'on détruit de la nature ordinaire, on puisse préserver et restaurer des espaces naturels de grande qualité patrimoniale. Avec l'extension du Grand Paris, le besoin en compensation dans les Yvelines est estimé en 2020 à une centaine d'hectares. CDC Biodiversité, vous avez justement lancé en 2008 la première expérimentation de ce type en Europe, donc c'est dans la plaine de Crau. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en quoi ça consiste, nous décrire cette expérience ? J'ajouterais juste première expérience de cette envergure en Europe. Parce que dans différents pays européens, en particulier l'Allemagne par exemple, il y a effectivement un certain nombre d'opérations qui existent. Mais il est vrai qu'une opération d'une telle ampleur… 357 hectares 300, voilà, pas tout à fait 360 hectares, effectivement, de vergers industriels à l'origine. Qui, pour des raisons, je dirais, de conflits sociaux, ont été amenés à périr finalement, hein, à être dans un état physiologique déficient, parce que l'entreprise a fermé les robinets d'irrigation, en fait, hein, quand vous faites de la culture quasiment hors sol, là, puisqu'on est dans des milieux très secs et vous mettez en place des cultures qui demandent une irrigation et beaucoup d'eau, c'est presque assimilable à de la culture hors sol. Donc dès lors que vous fermez les robinets de l'irrigation, bah, évidemment, tout s'effondre. On intervient, nous, parce que depuis de nombreuses années, sur ce territoire, il y a une réflexion pour infléchir, en quelque sorte, ou réinfléchir la trajectoire écologique des milieux de la Crau sèche, et leur redonner un caractère plus authentique par rapport aux potentialités elles-mêmes du milieu. Et l'idée est donc bien de sécuriser, donc nous avons acheté ces terrains, nous avons engagé pendant 2 années des travaux de restauration écologique, d'ingénierie écologique, pour remettre ces terrains, ces milieux, sur une trajectoire écologique qui soit conforme en tous les cas, à ce qu'on peut espérer voir réapparaître sur le site, c'est-à-dire des milieux de prairies sèches, semi-arides, steppiques, méditerranéennes. Alors, en tout état de cause… Je voudrais qu'on revienne sur la question de la compensation par l'offre. Je voudrais comprendre votre rapport donc maintenant avec les industriels. Quelle différence avec la compensation à la demande ? C'est-à-dire qu'un industriel n'engage plus lui-même des travaux de compensation, mais va acquérir des unités. Alors, la principale différence, c'est que dans un cas, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un cahier des charges qui est l'arrêté préfectoral et on fait en quelque sorte sur mesure ce dont l'aménageur a besoin. Et dans le cas de la compensation par l'offre, donc sur notre opération, je dirais les travaux sont déjà réalisés et on a déjà des résultats. Donc ce qui veut dire qu'il y a un caractère démonstratif déjà, dès lors que l'aménageur, que ce soit un industriel ou pas d'ailleurs, je dirais, tout acteur du territoire qui a un besoin en matière de mesures compensatoires peut effectivement aller trouver son besoin ou répondre à son besoin avec cette opération de compensation, à la condition que effectivement cette opération, par le biais de l'équivalence écologique, répondent effectivement à son besoin. Bernard Chevassiot, lui, je suis une entreprise, je ne veux pas être en charge de la compensation moi-même, je veux faire une compensation par l'offre. Comment ça se passe ? Alors, tout d'abord, ce n'est pas forcément une entreprise. Si vous avez quelques moyens, Actu Environnement, vous pouvez commencer à acquérir et à créer des actifs de compensation.
dans les 4 ou 5 expériences qu'il y a actuellement en France, il y a un département, le département des Yvelines, il y a une PME et puis il y a des gros opérateurs comme la CDC. Bon, donc pour le moment, c'est un marché ouvert, hein, ce n'est pas une profession réglementée. Bon. Ensuite, le deuxième point sur lequel on est vigilant, la responsabilité que la compensation soit réalisée, elle est celle du maître d'ouvrage. Le fait qu'il sous-traite en disant « je ne vais pas le faire moi-même, je vais acheter des actifs », il ne transfère pas sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il doit continuer à vérifier qu'effectivement la compensation a lieu. L'autre point de vigilance, ça a été dit, c'est que la loi dit c'est pour la durée de l'impact. Or, quand vous faites une voie ferrée, une autoroute et autres, c'est peut-être pas ad aeternam, mais on sait que ça va durer longtemps. Donc il faut être sûr que la compensation sera effectivement en place. Alors, la CDC est une vieille dame qui a 1 siècle et demi, je crois, ou plus. Deux siècles voilà. cette année. Et donc je lui souhaite longue vie. Mais pour nous, il est important effectivement qu'un opérateur de compensation ne puisse pas ensuite, par exemple, se remettre à planter des arbres fruitiers dans une zone de compensation une fois passé les 30 ans. Et ça, c'est un des débats de la loi encore, on va voir comment il va être voté, de dire comment avoir des servitudes environnementales qui s'imposent sur le long terme, aussi longtemps, effectivement, que la compensation sera nécessaire. Actu Environnement ou un industriel, peu importe, donc va investir dans des travaux de compensation réalisés par un opérateur, mais donc où? Alors, je vois que ça vous intéresse, donc supposons que vous soyez un opérateur. La première chose, c'est que pour juger de l'équivalence écologique, il faut que ça ne soit pas trop loin de l'endroit où il y aura eu l'impact. Donc par exemple, les Américains ont défini des zones de chalandise, c'est-à-dire de dire, voilà, votre opérateur de compensation, il va être compétent dans telle région. Bon. Donc il faut que vous ayez du flair pour vous dire à quel endroit il y aura des gros travaux qu'il faudra compenser. Autrement dit, effectivement, si vous faites des opérations de compensation à un endroit où il n'y aura jamais de gros travaux, vous risquez de ne pas revendre vos actifs alors que vous aviez investi pour cela. Donc il y a effectivement cette question de où est-ce qu'on va mettre en place. Ensuite, vous allez chercher éventuellement des terrains considérés comme devant être réhabilités. Ça peut être par exemple une friche industrielle ou une friche commerciale suite au fait qu'il y a eu une activité qui a cessé, ou ça peut être des milieux effectivement comme ceux qu'on a vus qui sont dégradés. Donc ça c'est à vous de choisir et puis de dire voilà je vais investir. L'intérêt que nous on y voit, et c'est un point positif, c'est qu'effectivement ça anticipe sur la dégradation du milieu. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas un passage à vide entre le moment où on dégrade et le moment où on restaure. Donc il y a un gain de temps. Voilà, donc il y a un gain de temps. Par contre, les opérateurs de compensation privés ne seront pas des philanthropes, donc il faudra quand même qu'ils aient un retour sur investissement. Et donc la question c'est, est-ce qu'ils réussiront tous à revendre d'une certaine manière les actifs dans lesquels ils auront investi? Alors on en revient au concept d'équivalence. Notre interlocuteur nous dit qu'on pourrait avoir des gains de biodiversité si l'on ne se bornait pas à vouloir recréer du même sur un milieu similaire. Est-ce que vous êtes d'accord, Bernard Chevassiot-Louis? Alors, il y a deux options. Il y en a une qui consiste à surdimensionner l'opération en disant, par exemple, on va atteindre que 75% des objectifs, donc on va compenser, quand on a 1 hectare de détruit, on va en mettre 2 hectares en disant comme ça, bon. C'est limite parce que quand quelque chose ne marche pas, si vous le faites 2 fois, ça ne marchera pas forcément. Autrement dit, cette idée de on va compenser par la surface pose problème. Et CDC, pour en parler tout à l'heure, il commence à y avoir une certaine tension sur la recherche de ces terrains susceptibles d'être soumis à compensation. Et un certain nombre d'opérateurs, en plus, dénoncent le fait que ça crée de la spéculation foncière. C'est-à-dire, sachant qu'un grand opérateur comme la SNCF ou une grande boîte de travaux publics va construire une ligne à grande vitesse et va chercher des terrains de compensation, eh bien, vous imaginez qu'un certain nombre de gens se disent il y a peut-être de quoi faire des opérations financières intéressantes. Donc, je pense que la compensation que j'appelle extensive, c'est-à-dire compensée par des surfaces plus grandes, à mon avis, va trouver ses limites. Bon. Et nous, on défend beaucoup ce qu'on appelle la compensation intensive, c'est de dire si le but, c'est de lutter contre l'artificialisation, c'est-à-dire on détruit de la nature pour mettre des infrastructures, eh bien, jouons le mot au sens qu'il a, c'est-à-dire regardons des zones qui ont été très artificialisées et puis essayons de les renaturaliser. C'est-à-dire repérons des zones qui sont des friches industrielles, des voies de chemin de fer abandonnées, etc. et redonnons à la nature ce qu'on lui a pris par ailleurs. Enrichissons. Voilà.
Et là, effectivement, c'est peut-être un autre génie écologique parce qu'on repart de milieux qui peuvent être assez fortement dégradés, sur lesquels il y a eu éventuellement des polluants dans les sols, enfin toute une série de choses. Mais ça nous semble important parce que ça peut permettre de faire une compensation à l'endroit même où des gens vivent et ont besoin d'espaces verts, alors que si on va faire des compensations dans des zones plus éloignées où la nature est déjà en assez bon état, eh bien, nous, on pose la question de l'équité sociale, c'est-à-dire est-ce que finalement, écologiquement, c'est compensé, mais ce n'est pas forcément les mêmes qui y gagnent et qui y perdent. Alors, est-ce que ce n'est pas prématuré donc, de foncer là-dedans, par exemple, de se lancer dans la compensation par l'offre, d'acquérir des unités de compensation, si on n'est pas encore conscient des résultats et voilà, qu'on n'a pas de retour d'expérience? L'érosion de la biodiversité est véritablement aujourd'hui, et tout le monde en a de plus en plus conscience, un enjeu majeur pour l'homme. C'est de l'homme qu'on parle. Sixième extinction. Voilà, mais on parle des conséquences sur l'homme. On ne parle pas des conséquences sur la planète, sur le système solaire. On parle des conséquences pour l'homme. Donc, le fondement de la création de CDC Biodiversité, c'est bien conscient de cet enjeu majeur pour l'homme, d'agir en quelque sorte concrètement, effectivement, réellement, pour aller dans le sens pas trop tôt, de la restauration et de la réparation. Et s'abriter, si vous voulez, comme un certain nombre le font, derrière le fait qu'on ne sache pas tout à la perfection pour engager une action réelle, qui peuvent d'ailleurs être des motifs ou économiques, parce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc là, à ce moment-là, c'est facile de dire, mais puisqu'on ne sait pas bien faire, ne faisons pas. Non, je crois qu'il s'agit véritablement d'agir, d'engager, d'avoir l'humilité de considérer les résultats qu'on obtient de façon à ajuster la trajectoire, ajuster le mode d'action. On n'est pas des sachants effectivement à 100% qui pouvons garantir que le point d'atterrissage il est à tel endroit et pas ailleurs. Non, il faut avoir effectivement l'humilité de celui qui apprend. Mais de grâce, ne prétextons pas ce manque de connaissances pour ne pas faire. D'accord. Je vous poserai cette dernière question comme mot de la fin. À quoi répondez-vous lorsqu'on dit que la compensation est un permis de détruire, qu'elle est une façon de persévérer dans notre activité économique tout en s'achetant une bonne conscience? Bernard Chevassier-Olmy. Deux choses. Une donnée empirique qui a été obtenue aux États-Unis, on a mesuré le taux de destruction avant la mise en place des compensations et puis après. On constate effectivement que ça n'augmente pas effectivement le taux de consommation d'espace. Donc ça veut dire qu'effectivement ça n'ouvre pas effectivement une tendance à détruire davantage. Le deuxième point, c'est qu'effectivement on partait d'une situation dans laquelle on ne compensait pas du tout. Or, effectivement, la question c'est aujourd'hui, concrètement, c'est est-ce qu'on continue à détruire sans compenser ou est-ce qu'on compense, mais en s'attaquant à la question pourquoi, par exemple, on artificialise 2 fois plus de surface en France qu'en Allemagne, avec une croissance économique à peu près similaire. Autrement dit, on est un pays qui consomme beaucoup d'espace. Vous savez par exemple que quand on fait un supermarché, on le fait à plat avec les parkings tout autour et un supermarché sur un seul étage. Donc on consomme beaucoup d'espace parce qu'on en a beaucoup. Des pays qui ont moins d'espace, comme les Pays-Bas et même l'Allemagne, ont des politiques beaucoup plus fortes pour lutter au départ contre cette consommation d'espace et cette artificialisation. Mais je ne pense pas effectivement qu'on puisse faire porter à la compensation le chapeau de notre consommation excessive d'espace. Philippe Thiévan. Écoutez, j'ajouterai à cela que une véritable compensation. Alors ce que j'appelle une véritable compensation, c'est-à-dire la mise en œuvre d'actions très concrètes qui répondent à l'objectif écologique. L'étalon doit être écologique et non pas financier, et qui s'inscrit dans la durée. Nécessite évidemment des moyens, et c'est ce que j'appelle le juste coût de la compensation. Et à partir du moment où vous dites à un porteur de projet que sa compensation, soit il aura la possibilité de ne pas la réaliser, ce contre quoi la loi, effectivement, s'inscrit en faux, la loi de 2016, j'entends, en cours de discussion. Mais si vous lui dites que le coût sera effectivement celui de tel niveau et qu'en plus son engagement devra être dans la durée, alors vous allez remettre en scène l'évitement et la réduction. Parce que si votre compensation se fait au rabais, voire pas, pire encore, alors le gain, il est directement pour l'économie du projet.
Et donc c'est le maître d'ouvrage finalement qui sort relativement gagnant de cette opération et par voie de conséquence, ça ne l'incitera pas du tout à remettre sur le tapis une meilleure conception du projet de façon à aller dans le sens de l'évitement et de la réduction, comme c'était souligné très justement tout à l'heure. Merci d'avoir participé à cette émission et merci aux internautes de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Pro.